la seule souveraineté, c'est le peuple, et le président de la République fait appel à lui en cas de conflit. Il n'y a pas de méthode plus démocratique et plus libérale si l'on veut rester dans un régime de liberté. Monsieur le ministre, une des principales objections que certains font à la nouvelle Constitution, ce sont les pouvoirs exceptionnels qui sont accordés au président de la République. C'est votre sentiment? Je vais vous lire l'article. C'est une chose que devraient faire plus souvent les contradicteurs. Que dit l'article 16? Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances. C'est un article exceptionnel. Et une constitution qui est faite pour durer doit prévoir, surtout à l'époque que nous vivons, des moments difficiles. Et pour ces moments difficiles, fixer les responsabilités, donner les pouvoirs nécessaires, et il est apparu, d'une manière qui ne peut pas être contestée, que c'est le président de la République, garant de la légitimité nationale, qui doit porter ses responsabilités et qui doit, par conséquent, exercer éventuellement les pouvoirs nécessaires. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou deux de ces moments difficiles, tels qu'on peut les imaginer? Nous n'avons pas le droit de ne pas envisager l'hypothèse de troubles profonds dans le monde, suite de conflits graves, suite même de conflits atomiques. Nous n'avons pas le droit d'éliminer une hypothèse de subversion intérieure. Ce sont des cas qui exigent que, si le fonctionnement des pouvoirs publics est gravement atteint, la légitimité républicaine et l'ordre national soient sauvegardés par quelqu'un qui en ait la responsabilité. Bon, et bien alors, monsieur le ministre, maintenant nous comprenons mieux, nous voyons qu'il peut y avoir des cas exceptionnels, évidemment. Très exceptionnels. Mais est-ce que tout de même, d'après la nouvelle Constitution, le président de la République ne sera pas tenté, ne pourrait pas être tenté de faire assez mauvais usage de ces pouvoirs exceptionnels? Encore une fois, lisons l'article. Il est dit que le président de la République, en telles circonstances, doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées, les conseils constitutionnels. Il est dit que le Parlement se réunit de plein droit. Et il est dit que le président de la République ne peut pas, en ce cas, dissoudre l'Assemblée nationale, qui par conséquent demeure et siège. Dès lors, où est le danger? En fait, c'est une mauvaise querelle, qui vient de ce qu'en France, certains esprits ont toujours été hostiles à ce que le chef d'État soit autre chose qu'une personnalité falote sans autorité ni responsabilité. Il faut se souvenir de ce que disait un président de la Troisième République à la fin de son septennat. Il disait « Je n'ai été qu'une potiche ». C'est ce qu'il faut éviter. Monsieur le ministre, alors oublions les pouvoirs exceptionnels, si vous le voulez bien, mais dans la nouvelle Constitution, alors en quoi le président de la République définit, enfin avec la nouvelle Constitution, en quoi ses pouvoirs en temps normal seront-ils différents de ce qu'ils sont aujourd'hui? Le projet de Constitution veut faire du président de la République, comme déjà le voulaient les constituants de 1875, la clé de voûte du régime parlementaire. Nous avons simplement voulu mieux faire qu'eux, et en plus, le projet de Constitution prévoit que le président de la République a une autre responsabilité capitale, qui est d'être le chef de la communauté. En raison de ces deux attributions, il a des pouvoirs qui sont des pouvoirs normaux. Comme dans les lois de 1875, c'est lui qui choisit le Premier ministre. C'est lui qui préside aux destinées de la République, et les articles qui ont trait à ses pouvoirs en matière diplomatique ou en tant que chef des armées sont exactement les articles des lois de 1875. Mais en plus, il est vrai, comme clé de voûte plus solide du régime parlementaire, le projet prévoit que le président de la République peut saisir le Conseil constitutionnel s'il estime qu'une loi n'est contraire à la Constitution. Il peut saisir le peuple, par référendum, si le gouvernement ou les assemblées lui demandent, sur un sujet important, de le faire. Il peut enfin, comme dans tout régime parlementaire, renvoyer l'Assemblée devant ses électeurs. Ce sont des pouvoirs absolument normaux, et il n'est aucun régime parlementaire, à l'étranger, ou d'une manière ou de l'autre, le président de la République n'ait ses pouvoirs. Ajoutons-y, alors les pouvoirs qu'il a en tant que futur chef de la communauté, ou plutôt chef de la future communauté. Il préside le conseil exécutif, il saisit le Sénat de la communauté,
Il est la clé de voûte de l'association franco-africaine et pour ce faire, il a les pouvoirs normaux d'un chef de communauté ayant des responsabilités considérables. Vous venez de dire, Monsieur le ministre, il y a un instant, que le président de la République aurait des pouvoirs normaux. Il est bien certain, en tout cas, qu'il aura des pouvoirs élargis. Quant au collège électoral qui va l'élire, il sera plus important. Et certains, justement, se demandent si, au cours du scrutin, enfin, si la campagne n'aura pas, les campagnes, disons, n'auront pas une part excessive, une prépondérance bien plus grande que les villes. Et là, il y a une inquiétude, je crois. L'expérience des lois de 1975 a bien montré que les pouvoirs du président de la République n'étaient pas en fait exercés parce que l'assise électorale du chef de l'État n'était pas assez large et faisait de lui simplement un arbitre entre les partis. Il faut faire plus, l'expérience l'a montré. Dès lors, le collège électoral est aujourd'hui, dans le projet, composé des maires, des conseillers municipaux qui viennent, avec les conseillers généraux et les parlementaires, faire un immense corps électoral de 80 000 électeurs environ. Les électeurs du Seigle et de la Châtaigne, a dit un professeur qui parfois a été trop sévère, Seigle et Châtaigne, tout cela, c'est absolument une image fausse. D'abord, voyons ce qu'est la France. La France est sociologiquement une nation où les communes et les petites villes ont une grande importance. Si on veut une représentation légitime de la France, il faut bien prendre ce que la France est. D'autre part, si l'on veut un collège politique, on n'a pas le choix. Le collège politique de la France, c'est le collège de ses élus. Et enfin, il y a beaucoup de mauvaise foi, car un effort considérable a été fait pour donner aux villes moyennes et aux grandes villes une importance à la hauteur de leurs habitants. En particulier, en ce qui concerne toutes les villes de plus de 30 000 habitants, leur représentation grâce à des électeurs supplémentaires fait qu'ils ne sont pas sous-représentés par rapport à la moyenne des communes françaises. C'est dire que le collège électoral du président de la République est, à mon avis, le meilleur que l'on puisse trouver. Monsieur le ministre, je voudrais vous poser une question que beaucoup de spectateurs, beaucoup d'électeurs, en tout cas du 28 septembre, se sont déjà posés, j'en suis certain. Est-ce qu'un tel président, tel que vous venez de le dépeindre, ne va pas entrer en conflit souvent, enfin je ne dirais pas de façon permanente, mais enfin souvent avec le Parlement? L'essence de la démocratie, c'est le conflit. Il n'y a pas de conflit en régime de dictature, ou du moins les conflits ne sont pas apparents et se terminent dans le sang. En démocratie, la discussion politique aboutit, par la force des choses, à des conflits. On dit la séparation des pouvoirs est caduque. Elle est caduque du point de vue de la doctrine. Mais s'il n'y a pas une certaine séparation des responsabilités, on aboutit soit à la confusion, c'est bien ce que nous avons vu, soit à la dictature, c'est bien ce que l'on pouvait voir. Le rôle du président de la République est de régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement. Et il les règle, non pas tant par ses pouvoirs propres de décision, mais par le fait qu'il sollicite la décision du Conseil constitutionnel ou qui sollicite la décision par référendum ou par dissolution. Que veut-on dire? Le président de la République créerait un conflit. Par exemple, c'est le seul cas, où il voudrait imposer à l'Assemblée nationale un Premier ministre dont celle-ci ne voudrait pas et à qui elle refuserait la confiance. Il n'y a qu'une manière de régler le conflit et pour le président de la République de marquer son autorité, c'est de donner la parole au peuple par voie de dissolution. Et la peur du suffrage populaire est en vérité l'arrière-pensée de tous ceux qui critiquent, car ils demeurent dans cette idée qui n'est absolument pas républicaine, que la souveraineté nationale est donnée à une assemblée. En réalité, il n'y a pas d'assemblée souveraine. La seule souveraineté, c'est le peuple, et le président de la République fait appel à lui en cas de conflit. Il n'y a pas de méthode plus démocratique et plus libérale si l'on veut rester dans un régime de liberté. Oui, mais monsieur le ministre, vous venez de parler de dissolution, et qui dit dissolution dit loi électorale, et justement la Constitution, la nouvelle Constitution, elle n'en souffle mot, n'en parle pas. Le gouvernement n'avait pas le pouvoir de traiter de la loi électorale. Et d'autre part, c'est une tradition, peut-être contestable, mais c'est une tradition qu'en France, les constitutions ne traitent pas de la loi électorale en ce qui concerne les députés ni les sénateurs. Donc, c'est une loi spéciale qui sera prise après le référendum, comme cela a été annoncé par le général de Gaulle. Le but de toute loi électorale, le but de tout scrutin est d'essayer d'obtenir une majorité cohérente qui est, en fin de compte, la première des conditions pour un bon régime parlementaire. C'est en France une tâche très difficile,
à la fois à cause de la multiplicité des partis et à cause aussi de ce fait traditionnel et sociologique que la France est un pays très divisé. Le meilleur mode de scrutin, c'est le scrutin anglo-saxon, le scrutin majoritaire à un tour. Et il n'est malheureusement pas possible en France. Il faut en tout cas s'écarter de la représentation proportionnelle, avec tous les additifs souvent contestables qu'on y a ajoutés. Il faut revenir à un scrutin majoritaire. Le scrutin majoritaire qui sera par conséquent à 2 tours, et la discussion portera sur le cadre de ce scrutin, soit département, soit circonscription uninominale. Je souhaite personnellement que ce soit une première étape et que les mœurs parlementaires s'assainissant, on approche du scrutin majoritaire du type du scrutin anglais qui est probablement le meilleur. Merci, Monsieur le Ministre.